Alors bonjour, je suis Chloé, je fais partie de l'association Envie en jeu à Aubagne. Et la proposition pour aujourd'hui, c'était de parler en fait de l'origine des jeux coopératifs. Alors peut-être d'abord, c'est intéressant de rappeler ou de souligner qu'on est dans une société qui valorise énormément la compétition. Voilà, enfin, quand on est à l'école, etc., on apprend vraiment que l'histoire de la compétition, puisque l'histoire est celle des guerres, des gagnants. Les perdants sont toujours laissés pour compte, mais jamais bien loin. Et du coup, la coopération, ça a été un petit peu un concept absent, apparemment absent, invisible en fait, de notre société qui, non seulement compétitive, mais a tendance à imposer un monopole de la compétition. On le voit sur le plan économique, on le voit à tous les niveaux de la société, en fait, hein, de l'école aux entreprises, en passant par le système capitaliste, etc., etc., la manière dont on nous raconte l'histoire et tout ça. Donc, on n'est pas là pour taper sur la compétition, mais pour interroger cette position de monopole, en fait, de la compétition. Et souligner, du coup, le fait que certaines personnes se soient intéressées à déceler plutôt les mécanismes de coopération dans différentes cultures, puisque la première, en fait, à interroger ce concept de coopération et sa mise en place est une ethnologue qui travaille dans les années 30, qui s'appelle Margaret Mead, et qui travaille avec un groupe, en fait, d'ethnologues qui vont tous étudier ce même sujet, donc coopération ou compétition parmi ce qu'on appelait à l'époque les sociétés primitives. Ça a donné lieu à un livre non traduit en français. Et au sein de ce livre, en fait, différents sujets sont abordés. Donc, coopération dans l'économie, coopération entre genres, coopération dans l'éducation, enfin. Et les différents sujets, en fait, de l'organisation sociale sont interrogés, toujours sur cet angle coopération ou compétition. Alors nous, on va surtout parler des jeux et souligner du coup que dans cet ouvrage, donc, on découvre que notamment deux sociétés, les Inuits et certains Papous, dans leurs jeux, développent des jeux coopératifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent davantage de plaisir à jouer en s'entraidant qu'à jouer en étant en compétition, donc en se comparant les uns les autres ou en générant un gagnant et des perdants. Donc, puisqu'on parle de l'origine des jeux coopératifs, on peut dire que les jeux coopératifs, effectivement, ils ont été développés dans des tribus papous et inuits et qui sont restés très longtemps absents de notre culture occidentale. Même si le jeu des Inuits, le bâton Inuit, est un jeu aujourd'hui pratiqué dans les mouvements, on va dire, qui promeuvent les jeux coopératifs. Donc en fait, après ces travaux, les recherches sont restées en stand-by près de 40 ans. Et c'est Terry Orlick, un autre ethnologue canadien cette fois, qui a repris un peu le flambeau. Alors Terry Orlick, lui, il était ethnologue et professeur de sport, ce qui lui donnait du coup une entrée dans les milieux éducatifs. Et il a continué à théoriser sur le jeu coopératif, à montrer aussi comment ces jeux, du coup, transformaient les comportements des personnes qui les pratiquaient. Et il a commencé à militer, écrire, faire des recherches, éditer des ouvrages pour que les jeux coopératifs entrent dans les cursus, on va dire, scolaires au Canada. Donc là, on est dans les années 70. Terry Orlick explique que le fait d'être en coopération, eh bien, on va dire, favorise le développement affectif et social, installe une estime de soi plus stable et voilà, plus stable et assurée, on va dire, que le jeu compétitif, puisque il s'agit de mettre en lumière la manière dont nous sommes en lien
Il s'agit de mettre en lumière les compétences et les différences de chaque membre de l'équipe, de façon à voir comment on peut mutualiser ces compétences, à voir comment on peut s'entraider et à voir comment, à travers nos différences, en fait, on peut installer des complémentarités entre joueurs. Donc du coup, personne n'est évalué en comparaison des autres. Chacun identifie ses propres ressources, ses propres compétences ou ses désirs d'acquisition de compétences et les mutualise. Donc du coup, chacun amène quelque chose d'unique, de particulier et de précieux au groupe. Ce qui explique donc que l'estime de soi ne se développe pas de la même manière que lorsque je suis comparée à une somme de ce qu'on appelle les camarades de classe, par exemple, sur un critère commun, et que donc je vais du coup être toujours plus ou moins compétent que les autres. En plus, il faut noter que la compétition en fait, ne m'évalue jamais qu'en fonction des autres personnes qui font groupe avec moi. Donc, plus les autres personnes qui font groupe avec moi sont nulles selon le critère donné, plus je vais être jugé compétent, en fait. Mais ça n'évalue aucune compétence dans l'absolu, en fait. Ça évalue simplement un classement entre des personnes. Et donc, ce classement peut être très différent suivant les personnes qui se trouvent dans ce groupe. Donc voilà, Terry Ehrlich, il explique tout ça, il est prof de sport, il découvre également que le dépassement de soi n'a rien à voir avec le fait d'être en compétition, qu'on peut vouloir donner le meilleur de soi-même parce qu'on appartient à un groupe dans lequel on se sent bien et qu'on a un objectif commun à atteindre ensemble. Donc c'est un autre moteur du dépassement de soi, en fait, qui fait moins appel à, on va dire, à l'ego, quoi, ou à l'orgueil, et qui est plus dans un souci d'être en lien, de voilà, réussir un objectif commun, soutenir les autres, etc. Ensuite, il y a un autre personnage, en fait, qui apparaît dans cette histoire des origines du jeu coopératif, qui s'appelle Stewart Brent. Alors, Stewart Brent, lui, il est davantage dans le mouvement du do-it-yourself. Il édite notamment un catalogue qui s'appelle le Whole Earth Catalogue, et qui a pour but, en fait, on va dire, promouvoir l'autogestion, le do-it-yourself, etc. Dans les nombreuses communautés américaines qui existent à cette époque, on dénombre 500 000 personnes qui vivent en communauté dans les années 70 aux États-Unis. Et lui, donc, édite ce catalogue, donc, un peu pour que les personnes puissent installer des chauffe-eau solaires, prendre des décisions en groupe, probablement jardiner en permaculture, enfin, bon, tout ce qui relève de cette culture-là. Et son premier All Earth Catalogue, en fait, traite des jeux. Et lui, il parle pas vraiment de jeux coopératifs, il parle de new games, donc des nouveaux jeux. Et il développe davantage des jeux sans perdant ni gagnant. Donc dans le jeu coopératif à proprement parler, on va dire, on est plutôt tous gagnants ou tous perdants. Lui, il évacue cette notion de gagnant-perdant et il crée des jeux qui prennent fin en fait quand le plaisir des joueurs prend fin. Donc des jeux qui peuvent être joués à l'infini dans l'absolu, qui ne sont pas sanctionnés par une victoire ou une défaite, qui sont des jeux de contact, énormément de jeux de contact, donc on peut se porter les uns les autres, on peut faire des courses en aveugle, des jeux d'attrape avec des rôles tournants, des jeux, enfin voilà. Donc beaucoup de jeux de contact en fait qui, à nouveau, favorisent le lien entre les personnes, nourrissent ce besoin de contact que l'on a tous et que notre société a également tendance à oublier. Et donc, en fait, il circule dans un camion lodge, un vieux camion lodge, de communauté en communauté. Il vend le catalogue qu'il édite lui-même. Et puis, il anime donc des milliers, ou voire des dizaines de milliers de personnes sur sa route. Et il fait connaître ses jeux sans gagnant ni perdant. Je peux encore vous parler d'une ou deux personnes qui œuvrent à cette époque. Dale Lefebvre. Alors Dale Lefebvre, lui, il va reprendre un peu tous ses travaux de Stewart Brent, de Terry Ehrlich, donc sur les New Games et les jeux coopératifs à proprement parler.
Et il va être le premier en fait à décider d'en faire un métier. Donc il devient animateur et formateur de jeux coopératifs. À nouveau, on est plus sur du jeu de corps, du jeu sans matériel, du jeu physique, tel que le développaient Stewart Brent et Terry Orlick. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que pour animer ses stages, se faire connaître, etc., Dale Lefebvre, il va produire pas mal de matériel. Donc, il édite des livres de jeux, des livres de règles. Il crée des vidéos aussi pour montrer comment tel ou tel jeu s'anime. Et il contribue en fait à recenser et à inscrire sur papier énormément de règles de jeu non compétitifs. Dale Lefebvre, c'est encore c'est quelqu'un qui est toujours vivant aujourd'hui, qui travaille peut-être encore aux États-Unis et qui donc a écrit, on va dire, une petite dizaine d'ouvrages dans lesquels on trouve des règles de jeu. Bon, parmi ces ouvrages, je pense qu'il y en a un qui est traduit en français. Voilà, ils sont pas facilement accessibles, mais en tout cas, ils existent. Et la dernière personne dont je voulais vous parler, qui est un peu en marge de ce mouvement, on peut dire, c'est Jim Dicove. Donc, Jim Dicove, lui, il n'est pas vraiment dans le mouvement New Age, hippie, beatnik, etc. Il est protestant, il est père de famille. Il vit dans le sud du Canada, à la frontière des États-Unis. Et il est également toujours vivant. Et donc, au début des années 70, Jim Dicove devient père de famille, on va dire. Et il est désespéré, en fait, d'avoir à acheter les jeux du commerce à ses enfants parce que ça ne correspond pas du tout aux valeurs qu'il veut leur transmettre. Donc, à ces valeurs protestantes notamment, mais aussi humanistes, non violentes, etc. Et c'est ainsi qu'en fait, il va se mettre à créer, lui, du jeu de société coopératif. Donc, c'est vraiment le premier créateur de jeux de société coopératif. D'abord pour ses amis, ses enfants. Ses premiers jeux sortent en 1971. L'un s'appelle Together, dans lequel on doit résoudre des problèmes qui se posent à la planète. Problèmes de santé, de violence, de conflits armés, d'inégalité, etc. Et le deuxième s'appelle Community, et donc c'est un jeu dans lequel on imagine créer une espèce de lieu collectif, d'éco-village, et dans lequel on doit s'organiser pour se faire. Puis il enchaîne pas mal avec donc des jeux enfants, notamment pour ses filles. Et au total, on compte une centaine de jeux de plateau coopératifs. Donc du coup, ces jeux rencontrent un certain succès dans le désert, en fait, hein, évidemment, hein, du marché, on va dire, du jeu de société coopératif qui n'existe carrément pas à l'époque, en fait, puisque c'est le premier à en créer. Donc c'est une niche infime, mais dans laquelle il est longtemps seul à œuvrer, en fait. Donc il crée une centaine de jeux de société. Jeux de société qu'on trouve plus ou moins facilement en France, puisqu'il y a un éditeur hollandais maintenant qui les réédite. Et donc une vingtaine de cette centaine de jeux est assez relativement accessible en France. Donc à nouveau, Jim Dicove, il œuvre encore, hein, il est à la retraite, mais il continue à promouvoir ses jeux. Et outre ces jeux de société pour lesquels il est le plus connu, parce qu'il a été le plus prolifique en fait dans la création de jeux de société coopératifs, il a édité aussi quelques fascicules de jeux, des fascicules vraiment tout simples, des feuilles A4 pliées en deux, un peu sur le format des parutions d'Infokiosque, dans lequel il a créé tout un tas d'autres jeux coopératifs sur d'autres thèmes. Donc on trouve un fascicule sur des jeux de billes coopératifs, un fascicule sur la construction de grands jeux en bois coopératifs, qu'on a d'ailleurs fabriqué à Envie en jeu. Il y a des fascicules également sur comment se réapproprier des structures sportives, donc terrain de foot, terrain de basket, terrain de volley, pour animer des jeux coopératifs. Il y a des jeux de langage coopératifs. Enfin, voilà, il y a 5 ou 6 fascicules, à nouveau non traduits en français, qu'il a écrit, développé, mis en copyright, de manière à ce que ces manières de faire, ce mode d'organisation porteur de valeur, se diffusent.